Et on retrouve tout de suite sur Europe 1, et ici c'était Sale Bonheur avec Faustine Bollard, et on commence comme tous les jours par son billet d'humeur. Savoir mettre des mots, c'est peut-être une des premières choses à faire pour briser le tabou. Et même dans cet exercice d'introduction, il est terriblement compliqué de trouver les plus justes pour évoquer l'inacceptable. Pourtant, si tous ceux qui ne l'ont pas vécu savaient au moins prononcer le mot inceste et en parler avec les plus jeunes, la loi française ne serait peut-être pas si en retard dans ce domaine. Rappelons qu'elle ne reconnaît même pas le terme en lui-même. Trouver les bons mots, donc. Si on parvenait à le faire, les victimes sauraient peut-être faire jaillir leur souffrance plus tôt. Leur corps meurtri s'exprimerait plus facilement. Elles pourraient alors peut-être se réconcilier plus rapidement avec leur forme, leurs désirs et leur sexualité. Si on trouvait les bons mots plus rapidement, les plus jeunes pourraient peut-être être pris en charge de façon plus efficace et affronter l'adolescence et les premiers émois amoureux avec moins de culpabilité. Si on brisait le silence, ces petites filles violées auraient peut-être une chance un jour de vivre sereinement leur maternité, d'envisager la sexualité autrement que dans la soumission ou la dépendance à l'autre. Leur corps ne serait pas qu'un objet au service du plaisir d'autrui, il serait le leur avant tout. Si on trouvait les bons mots, les hommes accepteraient également d'en parler sans avoir peur de se sentir humiliés. Enfin, si on trouvait aujourd'hui les bons mots pour vous toucher, on pourrait peut-être sauver des milliers d'enfants qui chaque année subissent ces violences au sein de leur propre foyer, ces petits de tous les milieux qui sont en danger au sein même de leur famille, de leur maison, de leur propre chambre. L'ambition est peut-être forte, mais c'est bien ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, tenter de trouver les mots justes. Bienvenue dans Et si c'était ça le bonheur, l'émission qui vous veut du bien. Europe 1, Et si c'était ça le bonheur, Faustine Bollard. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Julia. Bonjour Faustine. Vous connaissez le principe de cette émission, pendant 1 heure nous allons prendre soin de nous. Je vous rappelle quand même comment ça marche, c'est vous qui décidez du thème que l'on aborde chaque jour. Pour ça vous envoyez votre question sur europe1.fr, rubrique Et si c'était ça le bonheur. Nous répondons à toutes vos interrogations, toutes ensemble, à 15h sur votre radio. Alors au sommaire de cette émission donc, c'est à la question de Mitron, c'est un pseudo qu'il a choisi, que nous nous intéressons. Comment retrouver une vie sexuelle épanouie entre guillemets après l'inceste? Pour en parler, nous serons dans quelques instants avec Élodie Thibault qui a vécu ce drame et publié 2 livres sur la souffrance liée à l'inceste et la manière de s'en sortir. À ses côtés, Isabelle Aubry, elle est présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Elle a également été victime elle-même. Elles vont nous accompagner toutes les deux pendant 1 heure. Et puis vous aurez rendez-vous également tout à l'heure avec le témoin du jour, Marie-Louise Faure, qui est députée de Lyon et auteure d'un rapport sur l'inceste. Elle a proposé tout récemment des pistes pour, je cite, mieux prévenir, mieux soigner et mieux sanctionner. Elle nous en expliquera les grandes lignes tout à l'heure. Mais les principaux invités de notre émission, ça n'a pas changé. C'est toujours vous. Alors on attend dès maintenant tous vos témoignages au standard d'Europe 1 01 42 32 15 15. On va donner la parole aux victimes aujourd'hui. Si vous avez vécu l'horreur de l'inceste et que vous voulez témoigner pour expliquer ce que cela a détruit en vous, si vous avez envie de mettre en garde les plus jeunes ou juste d'apporter votre pierre à notre édifice, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis dans un deuxième temps, venez nous raconter la façon dont vous avez repris une vie sexuelle épanouie, normale, sereine, si cela était possible. Quel comportement avez-vous attendu de votre partenaire? Combien de temps vous a-t-il fallu pour associer le sexe au plaisir et non à la violence? Qui vous a aidé, à dépasser l'enfer de ce que vous avez vécu? On attend tous vos témoignages donc au 01 42 32 15 15. Élodie Thibault, bonjour. Bonjour Faustine. Bonjour Élodie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je salue également Isabelle qui est à nos côtés. Bonjour Isabelle. Je crois que vous étiez déjà passée, vous avez déjà fait un petit coucou chez Jean-Marc Morandini il y a quelques semaines. Oui, 2 fois. Voilà, votre témoignage nous avait beaucoup touché. Pour mon livre, oui. Voilà, la sortie de votre livre, dont je vais rappeler le titre. La première fois, j'avais 6 ans. Oui. Donc, on va commencer juste au départ par Élodie. Je le disais, vous êtes l'auteur de 2 livres, de l'inceste au bonheur, qui est paru aux éditions Jubile Sarment. Vous avez également publié le guide Totus de l'inceste. Alors, Élodie, vous avez vous-même vécu l'inceste pendant 8 ans. Quel âge aviez-vous à cette époque-là? Ça a duré pendant 8 ans. Ça s'est déroulé de 13 ans jusqu'à 21 ans. À 21 ans, j'ai pu en parler. Les choses se sont arrêtées.
Et puis ensuite, je me suis reconstruite. Il y a eu donc 2 grandes étapes. Il y a eu le traumatisme à 13 ans qui a été vraiment bouleversant. Et puis ensuite, ça a été la dégringolade. Il faut dire, je crois qu'il faut beaucoup tenir compte de l'état dans lequel la personne est au moment où ça se passe, de l'état de psychologique de l'enfant au moment où ça se passe. Quand il est déjà très détruit avant, l'inceste vient véritablement lui donner un coup de grâce. Donc ça a été très dur. Et puis ensuite, il y a eu un palier. Pendant 15 ans, j'ai été en rébellion. J'éprouvais une haine épouvantable pour mon père, qui était mon agresseur. Et au bout de 15 ans, j'ai réussi à pardonner. Et pour moi, ça a été une vraie libération. Parce que pardonner, c'est vraiment se détacher, tourner la page, ne plus être prisonnier de cette haine, de ce ressentiment. C'est vraiment une vraie libération. Qu'est-ce qui vous a aidé à pardonner, justement ? Ce qui m'a aidé, je crois qu'on ne peut pas pardonner humainement. Ça n'est pas possible de pardonner par soi-même à quelque chose qui est aussi dur, aussi destructeur. Ce qui m'a aidé à pardonner, c'est Dieu. C'est Dieu qui est venu mettre le pardon dans mon cœur. Je l'ai supplié. Bien sûr, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai posé des actes. Mais ça s'est fait sur plusieurs mois, même plus d'une année. Et j'en ai été vraiment complètement libérée. Ça a transformé ma vie. Isabelle Aubry, vous avez pardonné vous-même ? Non. Parce que moi j'ai revu mon père après sa sortie de prison. Il a été condamné pour ce qu'il m'a fait. Il m'a violée, il m'a prostituée quand j'avais... ça a commencé, j'avais 6 ans et c'est jusqu'à 14 ans. Et quand il est sorti de prison, je l'ai revu parce que c'est très difficile de se dire on n'a pas de père. Donc vous avez éprouvé le besoin de rentrer en contact avec lui. Voilà, je me suis dit peut-être que la prison a servi à quelque chose, ça l'a changé, et peut-être qu'il va devenir un vrai père. Et peut-être que je pourrais être en paix avec moi-même. Donc je l'ai refréquenté pendant plusieurs années et j'ai vu que il n'avait pas du tout changé, c'est-à-dire qu'il éprouvait aucun sentiment de culpabilité. C'était toujours un pervers, un manipulateur. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, beaucoup de thérapie, etc., pour comprendre qu'en fait c'était pas à lui qu'il fallait que je pardonne, mais à moi-même. Parce que c'est moi qui portais cette culpabilité de l'inceste. Et donc à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai entamé le deuil du père idéal. Et ça a commencé à aller mieux pour moi. Mais pardonner à lui, ça n'avait plus de sens d'un seul coup, vous voyez. Je voudrais qu'on revienne sur ce terme culpabilité. Oui. On se sent coupable de quoi ? Ah bien, d'avoir pris la place de sa mère, parce qu'en fait l'inceste renverse tout. Renverse tous les rôles, d'avoir été la mère de ma sœur, de ne pas avoir parlé, de ne pas avoir dit non. Et d'ailleurs la justice me l'a reproché puisque elle a marqué dans le jugement que j'étais consentante. Donc c'est pour ça aussi que je me bats aujourd'hui pour qu'on arrête on arrête de dire qu'un enfant peut être consentant à un acte sexuel avec un adulte. C'est abominable d'avoir une loi pareille. On va en parler, on fera des points tout à l'heure. Enfin, pour moi, ça a été coupable d'avoir semé la zizanie dans la famille, d'avoir disloqué la famille et puis d'être aussi sale. Parce que l'inceste, à la base, ça veut dire que c'est sale, non chaste, c'est sale. Donc, l'enfant, en fait, la culpabilité de l'agresseur, c'est pas l'agresseur qui la porte, c'est l'enfant. Moi, je l'avais bien sur les épaules et il m'a fallu bien 20 ans pour me délester du fardeau, quoi. La culpabilité, vous, Élodie, aussi. Oui, et je me demande, c'est pour toutes ces raisons qu'on se sent coupable, mais c'est une culpabilité tellement forte qui vous écrase tellement, qui envahit toute la personnalité. Je me demande si c'est pas une culpabilité diffuse qui, en fait, retourne les choses. C'est-à-dire que le fait d'avoir été victime, c'est comme si on inversait un peu les choses de manière à se dire, c'est pas la faute de mon père, c'est la mienne. Coupable. C'est une question que je me pose parce que il y a toutes ces raisons
C'est vrai, mais il semble qu'il y a quelque chose de beaucoup plus global et qui vraiment est, je crois, ce qui fait le plus souffrir. Je sais pas ce que vous en pensez, Isabelle, mais je crois que c'est la culpabilité qui fait le plus souffrir dans l'inceste. Oui, et d'autant qu'elle est bien souvent inconsciente. Et qu'elle ressort à travers des actes d'automutilation, d'autodestruction, comme le corps s'exprime puisque de partout dans nos comportements. Hein. L'automutilation, c'est très très fréquent. L'alcoolisme, la toxicomanie. Donc c'est à partir du moment où on arrive à se pardonner de cette culpabilité qu'on peut peut-être avancer. Et puisque c'est le thème de notre émission, retrouver aussi une sexualité sereine. Ça passe par là, ce pardon à soi. Oui, on s'en détache petit à petit, mais je ne sais pas si on s'en détache vraiment, parce que même quand on se sent bien, qu'on se sent plus coupable, il suffit quelquefois d'un simple reproche de l'entourage pour que ça ressurgisse, pour qu'on se sente beaucoup plus coupable que on ne devrait l'être. Quel type de reproche peut vous faire un entourage ? On peut vous reprocher de ne pas avoir aidé une vieille dame, par exemple. Ah oui, sur n'importe quel domaine, c'est ça. Hein. Oui, n'importe quel. D'accord, ok. N'importe quel reproche trouve un écho en nous du fait de cette culpabilité fondamentale. Ça le fait ressurgir en permanence. On va s'arrêter un instant, on va ouvrir le débat avec nos auditeurs, on va continuer cette discussion. Vous avez été vous-même victime, vous voulez apporter votre témoignage et nous parler de vos souffrances, rajouter des choses à ce que disent Isabelle et Élodie. Vous n'hésitez pas à nous témoigner. Quelle a été votre thérapie et aussi à vous pour tous vos témoignages. On est là pendant 1 heure, Julia. Et oui, je vous rappelle, le standard d'Europe 1, c'est le 01 42 32 15 15 et les courriels, c'est europe1.fr. Europe 1, Faustine Bollard. Jusqu'à 16h. Et si c'était ça le bonheur ? Comment retrouver une vie sexuelle épanouie après l'inceste ? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Pour en parler, nous sommes toujours avec Élodie Thibault. Elle est auteure du livre De l'inceste au bonheur aux éditions Jubile Sarment. À ses côtés, Isabelle Aubry. Elle est présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste. Également auteure du livre La première fois, j'avais 6 ans chez Oédition. Alors Isabelle, je voudrais qu'on parle un petit peu de cette association. C'est vous qui l'avez créée, hein ? Absolument, oui. C'était en l'an 2000. Oui. Il y avait vous aviez remarqué qu'il y avait un vrai manque d'organismes spécialisés dans ce domaine-là. Il y avait surtout un manque d'informations, c'est-à-dire que moi j'allais mal, j'ai cherché de l'aide sur Internet, j'ai absolument rien trouvé, rien. Donc ça m'a mise en colère parce que je me suis dit je suis dans un pays riche, je paye des impôts, je pourrais au moins mettre une liste quoi. Donc j'ai fait cette liste, j'ai créé un site personnel et là il y a eu un déferlement de victimes qui sont arrivées et de là est née l'association dont le premier combat a été de rallonger la prescription. Puis d'insérer l'inceste dans le code pénal et après de mettre en place un protocole de prise en charge des victimes parce que faut quand même rappeler que les victimes on les prend pas en charge. En quoi juste est-ce que c'était si important puisque ça a été fait en 2004 de faire retarder le délai de prescription ? Mais parce que en fait il se passe quelque chose quand on est victime qui s'appelle le déni. Ça a été scientifiquement prouvé. On se dissocie, on se coupe en deux pour survivre et ce qui nous arrive on le met de côté. Et ça peut même aller jusqu'à un oubli total. Et ça peut ressurgir des années plus tard. Et bien des années plus tard, on doit pouvoir porter plainte, ne serait-ce que pour protéger d'autres enfants qui peuvent être exposés aux mêmes prédateurs, et pour qu'il y ait justice, comme c'est le cas au Canada où on peut porter plainte toute sa vie. Voilà. On est très en retard en France. Vous avez porté plainte contre votre papa, Élodie ? Non, moi j'ai eu la chance qu'ils reconnaissent les faits. Qui me s'engage à ne pas recommencer. Et à partir de là, on a pu essayer de retrouver une relation père-fille à peu près normale. Puisque c'est le thème de notre émission, avez-vous réussi à un moment de votre vie, Élodie, à retrouver une vie sexuelle satisfaisante ? Oui, mais ça a pris du temps. Il a fallu quand même 5-6 ans après la fin de l'inceste pour que je puisse petit à petit me dire que en allant dans des groupes, je suivais des groupes de psychologie où j'ai fini par comprendre que on pouvait avoir une vie sexuelle normale, c'était quelque chose d'agréable. Petit à petit, je me suis faite à cette idée et puis j'en ai eu envie, très envie, et puis ça s'est fait quand j'en ai eu envie. Seulement le problème ne se situe pas, à mon avis, tellement au plan sexuel lui-même, qui d'ailleurs peut être aidé par l'inceste, parce que moi j'ai eu l'impression que l'inceste était libérateur quelque part. Une fois qu'on a eu à surmonter la peur de l'homme, enfin toutes les difficultés, le dégoût,
à partir de ce moment-là, moi j'ai eu l'impression que l'inceste était quelque part libérateur sur le plan sexuel. Mais le problème, c'est d'établir des relations de qualité, des relations stables. Quand on a été pris comme objet sexuel, quand on a été ravalé à ce rang d'objet sexuel uniquement, on a beaucoup de mal à changer. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne peut se faire aimer qu'en faisant l'amour ou qu'à travers le sexe. Exactement. Et à partir de là, c'est très difficile. Et puis on a tendance à prendre l'autre comme un objet sexuel aussi. Il faut l'avouer. On a tendance à rentrer dans cette spirale. Une hyperactivité également. Hein. C'est très difficile, d'autant plus que comme l'inceste détruit la personnalité, on a beaucoup de mal à établir des relations normales avec les gens, des relations chaleureuses, des relations d'amour. Donc ça a été très difficile. Et je dois dire que ça a été plus souvent des relations de passage, enfin ça a été des relations passagères. Le plus longtemps que ça ait duré, c'est 3 ans. On va s'arrêter. Enfin, je vous lis juste un témoignage qui nous arrive. On va prendre Elisabeth, si vous voulez bien. Nathalie nous dit: bonjour, je suis Nathalie, j'ai 40 ans. J'étais en 5e quand mon père m'a touchée. Je n'ai jamais été reconnue violée car il n'y a pas eu de pénétration, mais au fond de moi, j'ai quand même eu mal pendant longtemps, au point j'ai l'impression qu'il m'a volé toutes mes années d'ado. Puis la page s'est tournée. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants. J'étais une mère, une femme, mais pas une épouse. J'ai réussi à devenir une épouse il y a environ 6 ans en découvrant mon corps comme une ado, nous dit Nathalie. Je voudrais qu'on prenne Elisabeth qui est en ligne avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bienvenue parmi nous, Elisabeth. Merci pour votre appel. Vous nous appelez du département de Saône-et-Loire. Oui. Et vous, c'est votre père également qui vous a violé. Quand vous aviez quel âge, Elisabeth? 11 ans. 11 ans. Oui. Ça a duré combien de temps? 5 ans. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que je fasse la rencontre de mon futur mari. Oui. Voilà. C'est-à-dire que c'est en découvrant votre sexualité avec votre mari que lui-même s'est étonné de votre en fait, de vos blocages peut-être? Je pense que c'est peut-être par peur aussi qui s'est arrêté lui. Par peur de quoi? D'une plainte, que vous personne, oui, voilà, que votre mari, que votre futur mari parle. Oui, voilà, que quelqu'un se rend compte. Combien de temps il vous en a fallu pour vous en sortir? Est-ce que vous en êtes sorti déjà? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui? C'est très difficile, enfin ça l'est encore. J'ai déposé plainte il y a 2 ans, mais bon, hélas, en France, c'est la prescription. C'était prescrit de 3 mois. Donc c'est vrai que c'est très dur à vivre. C'est-à-dire que ça vous aurait aidé la reconnaissance d'avoir été violée, d'avoir été victime d'un crime. C'est nécessaire pour avancer. Ah ben bien sûr. Et puis non seulement ça, mais c'est aussi pour protéger tous les autres enfants. Parce que tant que c'est pas reconnu, l'autre peut continuer à agir. Ne s'arrête pas. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais la seule victime, comme beaucoup d'autres. Et en fin de compte, on se rend compte que tant qu'il n'y a rien qui se passe au niveau de la justice, il y a d'autres enfants qui sont touchés. Vous côtoyez, enfin vous le côtoyez, j'imagine que non, mais votre père aujourd'hui, quel rapport avez-vous avec lui? Rien. Nous vivons dans le même village. Aucun. Pardon Elisabeth, mais c'est épouvantable, comme ça doit renforcer la culpabilité. En plus que la loi ne vous donne pas les armes de pouvoir éviter que votre père ou un autre refasse ce genre d'abomination, quoi. Ah oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire qu'on ne vous donne pas d'armes. Non. Ça, c'est sûr qu'au niveau de la justice, c'est très difficile à vivre, hein, de voir qu'on ne vous entend pas. On ne se sent plus victime. On n'a rien. Ne serait-ce que d'être reconnu au point de vue juridique, je veux dire sur un plan, même si au bout de 20 ans, cette personne-là, on sait qu'il n'y aura pas de prison au bout, je pense que pour nous, ce serait plus facile de se reconstruire. Ce qui n'est pas le cas. Et aussi de protéger d'autres enfants, surtout. Isabelle. Oui, je voulais dire à Elisabeth que dans l'idée de protéger d'autres enfants et à toutes les victimes pour lesquelles c'est prescrit, on peut porter plainte même quand c'est prescrit. Certains procureurs diligentent quand même une enquête pour voir s'il n'y a pas d'enfants, ou de personnes qui sont impliquées. Et dans ce cas-là,
il regroupe en fait tous les témoins, et s'il y a des personnes impliquées pour lesquelles ce n'est pas prescrit, eh bien la plainte peut fonctionner. Donc c'est toujours utile, il faut toujours le faire Oui. quoi qu'il arrive. Oui, et j'ai déjà parlé avec des procureurs qui m'ont dit que systématiquement, même si c'était prescrit, ils menaient une enquête. Merci. Donc, voilà. Oui, c'est important en effet de le dire à Elisabeth. Merci Elisabeth en tout cas pour votre témoignage. Juste une question, Élodie. Aujourd'hui vous avez fait vœu de chasteté. Oui. Pour quelle raison? Est-ce que le lien direct doit être fait avec ce que vous avez vécu? Je ne pense pas qu'il y ait un lien direct. La question, c'est pas que j'ai fait vœu de chasteté parce que je refusais ma sexualité. C'est que c'est un choix. Je pense que c'était une vocation qui m'attendait depuis longtemps. Et je m'en suis rendu compte assez tardivement. Donc c'est le chemin dans lequel je me suis épanouie. Ça n'est pas une absence totale de sexualité, c'est une manière de vivre sa sexualité dans la continence. C'est autre chose. Donc c'est enrichissant. On ne doit pas faire un parallèle forcément immédiatement par rapport à ce que vous avez vécu. Non, il n'y a pas de lien de cause à conséquence. Je voudrais qu'on prenne tout de suite Jean-Michel en ligne. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Faustine. Bienvenue parmi nous Jean-Michel, vous nous appelez vous du Finistère. Oui, de Quimper, oui. Et vous vivez depuis 5 ans avec une personne qui a subi l'inceste. Oui, exactement, oui. Est-ce qu'elle vous l'a tout de suite dit? Oui. Oui, c'était très 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 franc au départ et je l'ai pris comme un coup de massue. Et la seule chose que j'ai pensé après, c'était essayer de l'aider, savoir comment elle pouvait s'en sortir et comment déjà elle pouvait arriver à vivre avec ça. Parce que, comme on dit, elle porte sa croix, elle porte son boulet en permanence. Je confirme un petit peu ce qui a été dit dans les précédents témoignages. Elle se sent sale, elle se sent coupable. Et on en revient toujours au problème de ce fameux délai de prescription. Quoique maintenant je viens d'apprendre un petit élément nouveau qui peut nous intéresser. Mais moi je trouve ignoble de la part, je suis père de famille également, j'ai 3 enfants, et je trouve ignoble de la part d'un père et des frères, puisque c'est comme ça que ça s'est passé chez elle, d'avoir osé profiter d'une enfant déjà très fortement déstabilisée, puisque c'est une enfant adoptée qui vient d'un autre pays. Mais je trouve vraiment ignoble d'agir de cette façon-là, et ignoble de la part d'une sacro-sainte loi de dire 10 ans pile poil, le dimanche soir le père et les frères sont coupables, le lundi matin c'est comme un produit jetable, ça y est, date de péremption, on balaye d'un revers de main, et je trouve ça un peu lamentable. Et moi maintenant ma vie est basée sur l'espoir de faire qu'elle s'en sorte, qu'elle arrive enfin à se faire reconnaître comme victime. Vous vous battez d'ailleurs aux côtés d'une association, hein? Oui, d'ailleurs j'adresse un tout petit coucou amical à Joël sur Quimper et le Finistère qui se reconnaîtra sûrement. D'accord. Mais on a l'impression de temps en temps de faire un petit peu un combat, une lutte totalement inégale. On se bat contre des moulins, c'est une horreur. Il n'y a pas de prescription pour la douleur, il n'y a pas de prescription pour l'horreur par contre. Et elle le vit au quotidien, et c'est très très difficile pour elle. Elle a des blocages, elle a des moments de... Comment vous faites, vous, en tant qu'homme, pour la rassurer, pour essayer de séréniser vos moments d'intimité? J'essaye de lui apporter un peu plus de tendresse, j'essaye de lui apporter surtout de la sincérité et de l'amour vrai. En ce qui concerne, comme vous disiez tout à l'heure, la partie, le domaine physique, elle a énormément de blocages. Je sais que de temps en temps, en tant qu'homme, on peut être un peu maladroit, et j'ai sûrement été maladroit, parce que j'ai peut-être été, entre guillemets, faut être réaliste, mais un tout petit peu exigeant, on va dire. Et c'est là qu'on se rend compte que, par rapport à ce qu'elle a subi, le fait de demander quelque chose, moi ça m'interpelle après, quoi. Ça me choque aussi. Je m'en veux de temps en temps de la brusquer un petit peu, ouais. De la brusquer un petit peu. Vrai, ou d'avoir tout simplement envie, sachant que pour elle ça peut être synonyme de douleur, et donc en ayant juste envie d'exprimer votre amour sexuellement comme n'importe quel couple, c'est pour elle ça a une résonance et un écho beaucoup plus difficile. Voilà, l'amour c'est comme le dialogue, c'est comme plein de choses, c'est un échange, un partage d'idées, un partage de sentiments. Je pense qu'elle aura le déclic peut-être quand elle se sentira moins victime, parce qu'effectivement elle est victime, elle est coupable, elle est sale. Moi je pense à ceux qui ont commis ça, ceux qui ont commis ce genre de geste totalement ignoble. Ils osent, eux, se regarder dans la glace tous les matins, et pas elle. C'est ça. Jean-Michel est toujours là, je le laissais... Oui.
Je suis toujours là. Une réaction, Isabelle, peut-être, Élodie, au témoignage de Jean-Michel. Qu'est-ce que vous auriez peut-être aussi envie de dire aux hommes qui accompagnent des femmes qui ont vécu cela, et tout à l'heure on aura un homme aussi qui est victime d'inceste, parce qu'il faut aussi qu'on pose la question dans le sens inverse. Un jour, mon mari, quand mon médecin lui a demandé comment il allait, il a dit, vous savez, moi je suis le canari au fond de la mine. C'est-à-dire, c'est moi qui me prends tout dans la figure en premier. Donc, c'est une place très difficile d'être proche d'un survivant de l'inceste ou d'une survivante, parce qu'on se débarrasse pas de l'inceste comme ça. Il faut pas croire qu'en claquant des doigts, il va s'en aller et ça reste là. Moi, j'ai 43 ans, je me soigne toujours, et on ne peut que aimer, que être à l'écoute. C'est ce que disait Jean-Michel, que faire son mieux. Faire de son mieux, mais on ne peut pas faire le travail à la place d'eux. Elle a son travail à faire et c'est une place difficile, c'est une place très difficile. On a un document sur le site d'AIVI qui s'appelle le guide pour les conjoints, qui a été fait par les Canadiens, et c'est le document le plus lu du site. Il est très très bien fait. Il donne des Redonnez-nous l'adresse, Isabelle, puisqu'on est de aivi.org. On l'a mis sur europe1.fr. On s'arrête un instant, 01 42 32 15 15, si vous voulez continuer à nous téléphoner au standard d'Europe 1. À tout de suite. Et si c'était ça le bonheur? Faustine Bollard sur Europe 1. Comment retrouver une vie sexuelle épanouie après l'inceste? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes toujours avec Élodie Thibault, elle est auteure du livre de l'inceste au bonheur aux éditions Jubile Sarment. Isabelle Aubry est également à nos côtés, elle est présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste, auteure de La première fois, j'avais 6 ans chez O-Éditions. Il y a quelques instants, nous étions avec Jean-Michel qui partage la vie de quelqu'un qui a subi l'inceste et qui nous expliquait la difficulté de trouver sa place en tant que mari, de pouvoir épauler sans brusquer. Et vous, ça vous a interpellé de façon différente, Élodie, puisqu'il y a des maris qui n'ont pas forcément la conduite assez exemplaire de Jean-Michel. Oui, on sent bien que Jean-Michel aime beaucoup sa femme et qu'il ne lui ferait pas de peine pour rien au monde. Mais il y a des maris qui éprouvent une certaine jalousie par rapport à ceux qui ont eu leur femme avant eux et qui ont tendance à en faire le reproche à leur femme, ce qui les fait énormément souffrir, puisque ça ravive la culpabilité dont on avait parlé tout à l'heure, et c'est très très douloureux. C'est un problème de couple, un problème difficile qui peut naître de l'inceste et qu'on comprend très bien. Je voudrais vous lire le témoignage d'Audrey. Vous allez peut-être réagir. Elle nous dit: j'ai 31 ans, je viens d'avoir un bébé. La grossesse m'a déjà ramené à mon histoire. Mes démons sont sortis du placard. J'ai été abusée par mon père lorsque j'avais 4 ans, au divorce de mes parents. Mon père a été accusé d'inceste sur ma sœur et pas sur moi. Je n'ai jamais parlé. Mon père n'a rien eu. Rien n'a été prouvé. Et aujourd'hui, je vis avec ça comme un poids. Ma sexualité n'est pas épanouie et même très difficile. Depuis que ma fille est née, c'est encore pire. J'ai peur pour ma fille. Je ne supporte pas que mon mari me touche, ou ni même la touche. Je lui en ai parlé et d'ailleurs c'est le seul à être au courant. Il est très compréhensif, mais je me demande combien de temps ça va tenir. Je vois mon père, nos relations ne sont pas très liées et jamais je ne lui ai parlé de mes souvenirs, mais aujourd'hui c'est de plus en plus dur. Je me fais suivre par un psy, mais combien de temps me faudra-t-il pour surmonter cette épreuve? Je voudrais qu'on parle du fait qu'il y a ce moment de la maternité qui est un moment très compliqué pour les femmes qui ont vécu l'inceste. Oui. En effet, elle dit mes démons sont ressortis du placard. C'est assez logique et assez banal. Oui, justement, on sort du déni, comme j'ai parlé du déni tout à l'heure, souvent à l'occasion de moments importants de la vie. Nous faisons des groupes de parole et l'année dernière, on a fait un groupe de parole sur le thème être parent. Et quand j'ai vu sur ce groupe où il y avait 17 personnes, l'impact de l'inceste sur la parentalité, ça a été un tel choc pour moi que j'ai décidé que notre prochain congrès, on fait un congrès par an, il aura lieu en octobre, le 3 octobre prochain, ce sera être parent après l'inceste. Et on parlera de la sexualité, on parlera de la vie de couple et on parleba de tout ce que vient de dire notre invitée Audrey, oui, enfin notre auditrice qui nous a écrit. Parce que ces difficultés, je les ai entendues pendant ce groupe, pendant 2 heures. Elles sont là, elles sont vraies. Ce seront des chercheurs qui viendront nous en parler, des chercheurs du monde entier qui ont étudié ces questions et du comportement de la mère avec son enfant, du profil du père incestueux. Parce qu'on a tous besoin de réponses par rapport à ça. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et en tant que mère, moi j'ai bien vécu ma parentalité, mais j'ai aussi eu des images comme Audrey. J'ai aussi eu des images difficiles. Je les ai surmontées. J'en ai parlé à mon psy et c'est passé.
Oui, ça passe. On va parler, ça passe pour la rassurer. On va en parler justement de ces différentes thérapies possibles pour les personnes victimes. Mais je voudrais qu'on prenne d'abord Ahmed, qui est tout jeune. Bonjour Ahmed. Oui, bonjour. Bienvenue parmi nous, Ahmed. Vous avez 19 ans, Ahmed. Vous nous appelez de Paris. Tout à fait, tout à fait. Tout d'abord, je vous remercie de prendre mon appel et d'être à l'écoute, parce que c'est la première fois que j'en parle. Alors en fait, voilà, j'ai 19 ans, j'habite à Paris, et j'ai été violée par mon père quand j'avais 9 ans. Et si vous voulez, j'ai deux problèmes majeurs. C'est que j'ai un problème, si vous voulez, d'insatisfaction sexuelle, que je vis avec ma petite amie depuis plus de 2 ans. Bien entendu, je lui ai jamais parlé de ça, ni à elle, ni à quiconque. C'est juste que pendant qu'on fait l'amour, moi, à chaque fois, je pense à ça, et j'ai du mal à être apaisé, à être tout simplement satisfait moi-même. Et puis d'un autre côté, je suis très en colère vis-à-vis de ça, parce que j'ai honte, je me sens sale, et c'est quelque chose qui m'a suivi toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai grandi, je me sens plus fort, et je peux me défendre. Voilà. Et je voudrais juste passer à autre chose et savoir comment justement passer à autre chose, parce que je peux plus vivre avec ça. C'est vraiment très dur d'emmener ça avec moi pendant plus de 10 ans, et voilà, j'aimerais juste être un garçon normal et pouvoir faire l'amour avec ma femme, en la regardant dans les yeux, et être aussi satisfait qu'elle. J'aimerais savoir, voilà, vu que vous parlez de ça, ce que justement je peux faire. Merci Ahmed en tout cas pour cet appel. Vous restez avec nous, un appel au secours que nous lance aujourd'hui Ahmed. Alors qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à ce jeune garçon? Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire déjà? Eh bien, de trouver un lieu pour en parler, parce que d'une manière ou d'une autre, pour sortir tout ça, faut en parler. Alors chacun peut trouver sa manière. Quels sont les lieux possibles déjà pour quelqu'un qui n'a pas, à 19 ans, n'a pas forcément beaucoup de ressources, beaucoup de moyens? Il y a des hôpitaux spécialisés en psychotraumatologie. Qui sont sur Paris, donc comme l'hôpital Tenon par exemple, qui accueille les victimes dans tout genre, le centre de victimologie de la rue de Saussure, voilà. Allez voir éventuellement sur le site internet qu'on a mis sur europe1.fr. Oui, voilà, et comment dire, ça peut aussi aller dans un groupe de parole. Nous, on envisage de créer un groupe de parole pour les hommes, justement, pour que la parole soit plus facile à libérer entre hommes. Vous vous sentez justement oublié du fait qu'on parle beaucoup d'inceste, Ahmed, pour les femmes, on en parle très peu pour les hommes. Vous avez l'impression que le tabou est encore plus fort? Oui, tout à fait, il est beaucoup plus fort, parce que, comme vous dites, voilà, je suis un homme, et on ne parle pas de ces choses-là, si vous voulez. Moi, mon père, il a divorcé avec ma mère 1 an après ce qui s'était passé, et jusqu'à aujourd'hui, il y a personne qui est au courant de ce qui s'est passé. C'est quelque chose, voilà, pour moi, quand j'étais jeune, j'étais choqué, je pouvais pas me défendre, et j'avais tellement honte que jamais j'en ai parlé, jamais jusqu'à aujourd'hui. Parce que là, j'ai vraiment ressenti le besoin de partager ça, et d'être à l'écoute des autres aussi, qu'on me dise ce qu'il faut faire justement pour passer à autre chose. On l'entend bien. Alors moi j'ai une question, parce que Ahmed dit qu'il n'en a parlé à personne. Est-ce que en parler à ses proches, en parler à ses amis, c'est une étape pour justement aller de l'avant? Est-ce que c'est nécessaire, Élodie? Oui. C'est quelquefois plus facile de parler à une personne qu'on connaît bien, même si c'est important après d'aller en reparler dans des groupes de parole, parce que là on aura une réponse vraiment adéquate, une réponse avec des professionnels. Mais la démarche tout de suite, la première démarche est tellement difficile d'en parler que quelquefois avec un proche, il faudrait regarder autour de vous avec qui vous vous sentez le plus en confiance. Ce serait peut-être plus facile. Quelquefois écrire. Quand on ne peut pas parler, moi je ne pouvais pas parler, j'ai écrit. De toutes les manières, ça passe par la parole. Un proche en faisant attention dans la famille, parce que dans la famille, 9 fois sur 10, la victime est rejetée quand elle en parle. Nous on vient d'écrire un livre là-dessus, issu des groupes de parole, justement, qui vient de l'expérience des victimes, où finalement on en ressort que les dernières personnes à qui il faut parler, c'est les gens de la famille, c'est-à-dire les plus concernés par l'inceste. Vous craignez cela, Ahmed, justement, d'être rejeté par votre famille? C'est une de vos craintes?
Non, pas du tout. Si vous voulez, je viens d'une famille nombreuse. On est des gens très très soudés, très présents les uns pour les autres. Mais comme disait Madame, je pense que moi-même, je me sentirais beaucoup plus à l'aise si j'en parlais avec des gens qui l'ont étrangers. Vécu. Donc jamais je ne pourrais parler de ça avec ma famille. Il en est hors de question. Ça c'est certain. Il y a les amis. Encore moins. Non, c'est pas. C'est quelque chose. Voilà, c'est tellement... plus verrouillé pour un homme. Hein, on l'entend bien. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement tabou et extrêmement violent pour vous. Hein. Voilà, exactement. Ahmed, on va garder vos coordonnées, puis éventuellement on vous mettra en relation avec l'association d'Isabelle pour pouvoir vous aider. En tout cas, merci de vous être confié aujourd'hui. On espère que cette émission pourra vous aider d'une quelconque manière. En tout cas, que cette relation qu'on noue pourra vous aider. Je vous lis quelques témoignages qui nous arrivent au Standard d'Europe 1. Cécile nous dit: j'ai été touchée par ma sœur de 5 ans, plus âgée que moi. Je me considère comme une victime de l'inceste et je me sens toujours oubliée des émissions et des témoignages. On parle beaucoup des incestes de père à fille ou de mère à fils, mais très peu du reste. N'est-ce pas un inceste également? D'autre part, l'impact sur ma sexualité n'en a pas été amoindri puisque j'ai souffert de vaginisme, blocage sexuel pendant 10 ans. Merci d'en parler, nous dit Cécile. En effet, l'inceste va aussi dans ce sens-là. Nancy nous dit: j'ai subi cela lorsque j'avais 12 ans. Un oncle chez qui nous allions en vacances, mon frère et moi, car nous étions famille d'accueil. Aujourd'hui, je suis paxée avec mon ami qui connaît mon histoire. Mais c'est le seul. Et aujourd'hui, j'ai peur de ce que l'avenir va apporter. Pourrais-je tenir la barre lorsque j'aurai mes propres enfants? On comprend bien l'importance de votre groupe de parole. Christophe nous dit: j'ai subi des attouchements de la part de mon frère de 10 ans, mon aîné, quand j'étais adolescent. Je n'ai pas le sentiment d'avoir eu la force de me défendre. Je me sens coupable de m'être laissé faire. Il avait à mes yeux l'autorité d'un père absent. Peut-on parler d'inceste, de victime et d'agresseur dans ce cas précis-là? Nous pose la question. C'est Christophe qui nous pose la question. Oui. L'inceste, c'est pas évidemment seulement le père, la fille. Hein, ça représente 35% à peu près, un père-fille. On a le beau-père, la belle-mère, on a la mère. 8% des incestes sont commis par des femmes. Hein, et l'inceste frère-sœur est très courant aussi. Sans compter les oncles et tantes, voilà. Donc toute la famille, même élargie, c'est de l'inceste. Hein, c'est vrai que bon, c'est pas défini dans le code pénal, c'est défini un petit peu dans le code civil. En fait, c'est toute personne avec qui on peut pas se marier, en fait. Hein, l'inceste, voilà. On va s'arrêter un moment, si vous voulez bien, et on va se retrouver dans quelques instants. On va retrouver Marie-Louise Faure, c'est la députée UMP de Lyon. Elle est l'auteure d'un rapport sur l'inceste qui a été présenté devant l'Assemblée le 28 janvier dernier. Elle propose des pistes pour mieux prévenir, mieux soigner, mieux sanctionner. Elle nous parle de ce dernier non-dit français, juste après ça. Europe 1, Faustine Bollard, jusqu'à 16h, et si c'était ça le bonheur? Europe 1, et si c'était ça le bonheur? Faustine Bollard. Comment retrouver une sexualité normale après l'inceste? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. On passe à notre témoin du jour, Marie-Louise Faure, qui est avec nous. Bonjour Marie-Louise. Bonjour madame. Bonjour Faustine, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée UMP de Lyon et vous êtes l'auteur d'un rapport sur l'inceste que vous avez présenté devant l'Assemblée il y a quelques semaines. Quels sont déjà les principaux constats de votre rapport? Écoutez, les principaux constats, j'ai entendu ce qui vient de se dire, c'est que c'est un des derniers tabous de notre société. Et un tabou, eh bien, je crois que on arrive au 21e siècle. Ça touche ce qu'on a de plus sacré, c'est-à-dire l'enfant, le pilier le plus essentiel de notre société, c'est-à-dire la famille. Et donc, je crois qu'il est temps qu'on fasse quelque chose et qu'on réagisse. Donc, le constat, c'est que justement, on n'en parle pas. Le constat, c'est qu'il n'y a pas de chiffres. Ça a été un de mes premiers constats, qu'il n'y avait pas de statistiques officielles. Et heureusement, il y a eu le rapport commandé par Isabelle Aubry, la IVI. Mais ça n'est qu'un rapport. Ça n'est pas vraiment une statistique, oui. Mais on sait que ça touche énormément de personnes et surtout que ça cause des ravages épouvantables, on l'a entendu tout au long de votre émission, auprès de ceux qui en sont victimes. Donc il était temps de faire quelque chose. Alors que proposez-vous justement pour faire quelque chose et pour briser ce tabou? Écoutez, je suis en train de rédiger une loi, mais une loi complète, qui s'occupera aussi bien de la prévention, c'est-à-dire de l'identification de situations
incestueuses, voire incestueuses, bien entendu. Et puis l'inscription dans le code pénal de l'inceste proprement dit. J'ai écouté avec attention les témoignages, j'en ai reçu moi-même énormément. C'est véritablement quelque chose qui touche les victimes dans la mesure où on n'identifie pas ce dont elles sont victimes. Et donc il y a ce sentiment de honte qui est dit le plus souvent, et ce sentiment de honte doit disparaître à partir du moment où on identifiera, où on saura que ce que l'on vit dans ce milieu qui devrait être sacré, familial, eh bien on n'est pas tout seul à le vivre, c'est quelque chose qui est reconnu par la société, par la justice. Donc l'inscription au code pénal me semble essentielle à ce point-là. Donc l'inscription au code pénal et puis une politique de prévention. Voilà, de prévention et de détection, et notamment auprès des professionnels qui sont amenés à intervenir auprès des familles, de façon à ce que on soit en capacité, je vous le dis à l'instant, de détecter et des situations qui peuvent tourner à l'inceste et les situations d'inceste proprement dit, et donc d'utiliser aussi ce qui existe, parce que l'enfance en danger, on en parle, on a un certain nombre notamment je pense au téléphone, au numéro d'appel, le 119, il y a un certain nombre de choses qui existent, mais je crois que la détection de l'inceste proprement dit, eh bien comme c'est le nom dit, c'est pas non plus détecté par les professionnels, que ce soit médecins, paramédicaux, les professions sociales, etc. Donc il y a aussi auprès d'eux tout un devoir d'information, et puis un devoir d'information auprès des enfants eux-mêmes, de façon à ce qu'ils soient en capacité de détecter ce qui finalement n'est pas normal et qui n'est pas un secret, qui est quelque chose qu'ils doivent dénoncer, enfin dire, parce que s'ils ne le disent pas, on le voit bien dans les témoignages que vous recevez cet après-midi et que j'ai reçus, il y a des témoignages qui arrivent à des âges à l'adolescence, mais il y a aussi des vies entières qui s'écoulent mal, et puis des témoignages de gens de 45-50 ans et qui au bout de tout ce temps-là se disent il faut absolument quand même que j'en parle. Donc c'est vraiment, on est très très en retard en France, hein, donc par rapport à nos voisins anglo-saxons. Absolument, et puis je pense au Canada, je pense aux États-Unis, enfin il faut qu'on arrive quand même à avoir le courage de regarder les choses en face, et ça fait partie des choses, l'inceste, c'est vraiment quelque chose qui démolit beaucoup d'existences. Un autre témoignage justement nous arrive au standard, Marie-Louise. Célise nous dit: je suis en train d'écouter votre émission et je viens d'accoucher d'une petite fille il y a 6 mois. Suite à cela, ma sœur et moi-même, après quelques séances de MDR, on expliquera ce que c'est tout à l'heure, nous nous sommes rappelés avoir été abusés par notre grand-père alors que rien n'avait transpiré avant. Je suis très mal en entendant cette émission car je ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, bien qu'ayant porté plainte contre lui, la justice n'a pas l'air de vouloir faire grand-chose, et je voudrais également savoir quoi faire car la seule manifestation de cet abus est la boulimie, et ça fait 9 ans que ça dure. Je suis épuisée. Que faire? Mon ami est à l'écoute et ne me comprend pas et voudrait que je fasse outre car pour lui il y a prescription. On sent la souffrance de ce problème de prescription, hein, Marie-Louise. Oui. Alors la prescription, justement, le but, c'est puisque la prescription jusqu'à maintenant c'est 20 ans après la majorité. Pardon, j'étais en train de chercher mes mots. Donc c'est déjà quand même un laps de temps déjà important. Je sais que ça n'est pas assez important pour souvent les associations, mais c'est quand même déjà important. Et c'est la nécessité d'être en capacité de le dire avant. Mais il n'est pas trop tard pour elle, parce que si je comprends bien, elle vient d'accoucher, elle doit pas être touchée par la prescription. Et dans ce cas-là, il faut absolument qu'elle en parle. Il faut qu'elle a la chance d'être avec sa sœur, enfin la chance ou la malchance, parce que je suis désolée d'utiliser ce mot. Elle est Elles ont la chance d'être deux, en tout cas. Voilà, elles sont deux. Je crois que le mieux, c'est qu'elle consulte très rapidement quelqu'un qui sera psychothérapeute. Alors ça aussi, ça fait partie des préconisations de mon rapport, parce que à part quelques centres spécialisés parisiens et puis un centre aussi en province, il y a très peu de choses pour l'accompagnement, pour accompagner des victimes. Et donc c'est une des préconisations du rapport, hein, que par département qu'on ait des structures qui ajoutent à ça. Moi, je crois qu'il faut qu'elle soit volontariste, ne serait-ce que pour cette petite fille qui vient de naître, parce qu'elles doivent lui assurer un environnement apaisé, hein, et donc il faut qu'elles se sortent de cette spirale, de ce qu'elles vivent mal, et elles ont raison de le vivre mal. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis obligée d'arrêter cette conversation parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci, malheureusement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors j'incite les auditeurs qui se sont reconnus, vous êtes extrêmement nombreux, malheureusement, à nous avoir écrit. Élodie Thibault, l'inceste, le guide Totus, et également de l'inceste au bonheur. C'est un très joli livre en tout cas. Enfin non, pas très joli livre.
livre, mais c'est un très joli titre pour un livre en plein de douleur. Mais mine de rien, vous avez réussi à être un petit peu apaisé aujourd'hui, pas seulement de la douleur, c'est ce que je voulais dire. Isabelle Aubry, la première fois, j'avais 6 ans, un document chez O Éditions. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés pendant 1 heure et d'avoir accompagné nos auditeurs. Je pense à Thierry, Solange, Cathy, Joël, Jean-René, tous ceux-là qui attendent au standard qu'on n'a malheureusement pas pu écouter, mais on pense à eux très fort. Merci à Jean-François Bussière, Camille Christoffel et Suzy Bourquin qui, comme tous les jours, m'ont aidé à préparer ce programme. Demain, un sujet beaucoup plus léger, puisque vous savez que c'est le principe de cette émission. Nous nous demanderons comment préparer nos enfants à nos déménagements, puisqu'ils le vivent toujours pas forcément très bien. Vous allez retrouver l'équipe de Laurent Ruquier dans quelques instants. Merci Julia. Merci à vous, Faustine. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. Évidemment. À demain. C'était Faustine Bollard.